Et moi, je fais partie de ceux qui plaident, je te l'ai dit, aux rencontres des voitures écologiques. Nous avons eu le patron du patronat du Mali qui est venu. J'ai toujours dit que dans les pays non producteurs de pétrole en Afrique, ils ont le soleil et ils iront plus vite que nous sur les véhicules électriques, notamment sur l'autoconsommation. Et demain, comme Bolloré n'a pas réussi à Paris, mais si on a des taxis qui sont en effet branchés sur des panneaux photovoltaïques où la batterie est branchée le jour, le soir, on met l'énergie de la batterie dans la voiture et on n'a plus d'énergie à dépenser, il suffit de 9 000 € d'investissement de panneaux photovoltaïques pour être en effet dans le véhicule to grid en autoconsommation, alors que le gasoil dépensé dans des véhicules de 12 à 14 litres au 100 aujourd'hui sur le continent africain dans tous les taxis, c'est 6 à 9 000 € par an. Vous imaginez qu'on peut très très vite gagner beaucoup plus d'argent qu'ils ne le font aujourd'hui. Et donc je pousserai aussi des Maliens ou d'autres Africains à venir à votre master. Merci infiniment Philippe Degobert. Je vais demander maintenant à Pierre Rodriguez de Waterway. Donc on va passer en effet de ceux qui construisent les routes. Et ça me semble, votre présentation, au-delà de l'extension, bien évidemment, sur la route solaire dont vous parlerez après, mais en effet, pas de véhicules qui peuvent circuler sans route pour les porter. Ce bilan carbone global mériterait d'ailleurs qu'on puisse le creuser. Et je me souviens, un jour, j'avais dit à Jean-Louis Borloo, mais on ne peut pas relancer un plan des routes sans penser aux véhicules qui seront demain. Et les véhicules qui seront demain doivent en effet être décarbonés. Et il faut trouver ces solutions et donc et l'implication par contre de la route, notamment vis-à-vis des collectivités locales. Le maire va décider de sa voirie locale, le président de l'Interco de la voirie de l'Interco, le département des routes départementales et l'État, bien évidemment, a toute sa place dans ce dispositif. Vous avez la parole, merci d'être là. Oui, c'est un sacré millefeuille. Mais merci tout d'abord pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir de revenir. Alors oui, vous avez un peu introduit. La grande question, c'est ce qui se passe au-dessus de la route. La mobilité, c'est vrai que directement, on va penser aux moyens de se déplacer d'un point A à un point B. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce transport, cette mobilité, elle est durable si l'infrastructure sur laquelle on est, elle ne l'est pas? La question, c'est donc non, il faut que les deux soient durables. Et c'est ce à quoi on s'astreint tous les jours. Une route, c'est quoi? Une route, c'est, vous allez comprendre l'enjeu écologique. Une route, c'est quoi? C'est différents supports, c'est différentes couches, principalement composées d'enrobés. Et l'enrobé, c'est quoi? Ce sont des granulats, des cailloux, donc extraits des carrières principalement, et ce qu'on appelle des liants hydrocarbonés. Donc c'est du goudron, enfin anciennement du goudron, on ne l'utilise plus. Et ce sont surtout du bitume aujourd'hui qui est utilisé. Le goudron, on a arrêté de l'utiliser il y a un certain nombre de temps. C'est quoi la différence entre le bitume et le goudron, juste pour... Ce sont deux matières qui sont naturelles en fait. Le bitume c'est naturel, à la base c'est naturel, mais on l'utilise aujourd'hui de manière industrielle en fait, issu du pétrole, des pétroles bruts. Le goudron c'était présent naturellement avant, mais on ne l'utilise plus. Alors pour diverses raisons, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais en fait, l'intérêt, c'est que c'est un pouvoir agglomérant, en fait. Voilà, donc on va les mélanger et ça va avoir un pouvoir agglomérant. Donc l'enjeu écologique, il est certain. Il est certain là-dedans. Donc on va voir, alors avec quelques chiffres, qu'il y a vraiment des axes de travaux qui peuvent être très importants et des marges de manœuvre également importantes. Alors les industries françaises, qui sont présentes quand même pas mal dans le monde, produisent à peu près 30 millions de tonnes d'enrobés par an, donc chiffre assez stable. Le bitume routier, donc, qui est l'adjuvant qu'on rajoute dans les formulations, représente à peu près 2,5 millions de tonnes par an en production, donc ça fait 5%, c'est à peu près le dosage utilisé. Donc ce sont les deux principaux chiffres à retenir. Donc on voit qu'en fait, dès qu'on peut avoir un impact de quelques pourcents sur ces productions-là, la valeur absolue est importante. Si on convertit ça en émissions de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, alors c'est compliqué d'évaluer, mais une entreprise comme Colas, par exemple, qui est une des grosses majors du secteur routier, l'estimation qu'on peut faire, c'est à peu près 1 kg d'équivalent CO2 émis par euro, dollar de chiffre d'affaires. Donc une entreprise comme Colas, c'est 12 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est donc 12 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis. Et puis avec les projections que l'on fait, on sait qu'on va, d'ici 2050, construire à minima au moins 25 millions de kilomètres de route.
J'ai fait un petit calcul. 25 millions de kilomètres de route, ça représente, si on compte à partir de maintenant, à peu près 2140 km par jour de routes construites. Donc ça fait 1,5 km de route par minute qui sont construites dans le monde. Avec bien évidemment les productions d'enrobés qui vont derrière. Sachant qu'en France, en ordre de grandeur, il y a à peu près 1 million de kilomètres de route. Donc il y a vraiment de quoi agir. Alors concrètement, il y a à peu près une dizaine d'années, après les premières lois Grenelle, la profession a signé une convention d'engagement volontaire. Excusez-moi pour la diapo. A signé une convention d'engagement volontaire qui fixe les grands axes, alors déclinés bien évidemment selon les professions du BTP, mais sur le secteur routier, principalement a été évoqué le recyclage des enrobés, parce qu'en fait le bitume c'est inerte, c'est insoluble dans l'eau, donc ça n'a que très peu d'impact sur l'environnement tout au long de sa vie. Et c'est un matériau qui est recyclable. Donc l'utilisation le plus possible de centrales de recyclage. L'utilisation des enrobés tièdes. Alors les enrobés tièdes, ce sont des enrobés, vous savez, les enrobés, il faut les chauffer, 180 degrés, ça demande énormément d'énergie dans des centrales d'enrobage. Et puis on va diminuer de quelques dizaines de degrés ces températures d'enrobage. Et donc du coup, de facto, la quantité d'énergie est moindre. Et puis on va surtout aussi utiliser ce qu'on appelle les enrobés froids. Donc en gros, c'est pour reboucher les nids de poules sur les routes, qui eux sont aussi moins consommateurs d'énergie. Des règles empiriques qu'on va utiliser, la règle des 3 R. En gros, sur un chantier lambda, on va réduire les déchets, on va réutiliser les matériaux en fin de vie, et puis on va recycler aussi les granulats, les agrégats, éventuellement pour d'autres usages. Voilà. Et puis on va mettre en place des plateformes de recyclage à chaud, à froid. Alors bon, ça dépend un peu de l'usage qu'on va en faire derrière, mais soit sur place, soit dans des vraies centrales de recyclage en bonne et due forme. Pour vous donner un ordre de grandeur, une entreprise comme Colas a recyclé l'année dernière, en 2017, a recyclé 9 millions de tonnes de granulats et de graves. C'est à peu près la production de 17 carrières, mais ce n'est que 12% de la production des carrières et des gravières de Colas. Voilà. Le temps passe vite. Alors, la route, le transport et la mobilité, à mon avis, elles sont durables que si on lutte contre toute forme de pollution, pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais toutes sortes de pollutions, notamment la pollution sonore. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable de faire des enrobés phoniques. Donc on va être capable de baisser de 8 à 12 décibels l'intensité sonore, sachant que le décibel c'est une échelle logarithmique. Une augmentation de 3 décibels c'est un son qui x2 en intensité. On va être capable aussi, alors ça ce sont des projets un petit peu plus exotiques qui méritent d'être développés, mais pour l'instant on n'a pas de retour. On va être capable de faire des enduits dépolluants. Alors je parle de la profession, pas forcément de Colas, mais on va être capable de faire des enduits dépolluants, c'est-à-dire qu'avec un effet photocatalytique, je vous laisse le soin d'aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que c'est l'effet photocatalytique, en rajoutant en fait du dioxyde de titane dans l'enduit, on va être capable d'absorber les oxydes d'azote émis par les véhicules. Donc très bien. Après se pose évidemment la question de la production du dioxyde de titane. Est-ce que finalement le bilan énergétique est positif ou pas? Et puis, on l'a un peu tous subi cet été, la lutte contre les îlots de chaleur, notamment dans les villes. Alors vous avez vu, à Los Angeles, ils ont peint les routes en blanc, et puis ils ont annoncé qu'ils étaient capables de faire baisser les températures de 6 à 7 degrés. Bon, on n'a aucun retour là-dessus, enfin personnellement j'en ai pas vu ni lu. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a des initiatives qui existent, et c'est ça le plus important. Alors un gros point de R&D qui est développé dans les industries de la route, c'est la chimie verte. Comme je vous l'ai dit, le bitume, c'est issu de la pétrochimie, des pétroles bruts. Le gros travail de recherche et de développement, et les industries routières dépensent beaucoup d'argent là-dessus, sur ces sujets, c'est de substituer ces matières premières traditionnelles avec des matières renouvelables. Voilà. Donc on va appeler ça des liants végétaux et des fluxants. Alors un fluxant, c'est une matière qui a pour objet en fait de ramollir le bitume, voilà, pour faciliter sa mise en œuvre. Et les fluxants, par exemple, on va les retrouver, les fluxants végétaux, on va les retrouver à la base grâce à de l'huile de colza, par exemple, ou de tournesol. Voilà. Mais là, une grosse question sur ces sujets-là, sur la durabilité en fait de ces produits, qui sont pour l'instant
la durabilité est moindre par rapport aux liants hydrocarbonés traditionnels. Alors les bilans, les objectifs, parce que la Convention d'engagement volontaire avait fixé quelques objectifs, quelques bilans. 2 objectifs pour 2017, un taux de réintroduction des agrégats d'enrobés dans les formulations, qui était de 15%. En 2016, la profession a atteint 18%. Donc objectif atteint, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. L'utilisation de 30% des enrobés tièdes sur la production totale, malheureusement on n'est qu'à 12%, il y a des explications à cela. Et puis cette convention avait des objectifs pour 2020, qui étaient de réduire de 33% les gaz et émissions à effet de serre. En 2016, 29% ont été atteints, et puis déployer un éco-comparateur, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir mesurer tout cela. C'est le éco-comparateur qui s'appelle SEV, voilà, qui est utilisé par la profession. Et puis alors après, il y a des routes alternatives. Là, on sort un peu de l'infrastructure routière, mais on a des routes alternatives. J'ai eu l'occasion de présenter Wattway l'année dernière, qui est un revêtement photovoltaïque que l'on pose sur la route et qui va faire une production électrique. Un autre sujet, Power Road. Power Road, c'est un système de réseau de chaleur qui utilise la chaleur de l'enrobé qui va être stocké et qui va pouvoir être réinjecté dans le réseau. Puis des sujets un peu plus exotiques, on va dire. La Plastic Road, donc c'est des Hollandais qui ont mis ça en place. Utiliser les plastiques pour faire des structures routières. Et puis d'autres sujets à base de marc de café qu'on va mélanger avec du laitier issu de la sidérurgie et qui vont créer des structures extrêmement solides. Alors en conclusion, voilà. Pour moi, il manque deux informations, enfin, on va dire 2 adjectifs, je dirais, pour qualifier une route durable et un transport durable. La route, elle ne sera durable et la mobilité que si, quand on fabrique cette infrastructure routière, il y a 0 accident. Alors 0 accident, certes sur la circulation, mais dans la fabrication, j'en ai plus juste pour 15 secondes. Donc c'est-à-dire qu'il faut tout ce qui est prévention des risques, donc sur les fumées, les poussières, les UV, l'exposition des hommes et des femmes en fait, pendant cette phase de construction de la route. Et puis surtout, un dernier point, la dette grise. La route, on la qualifie de dette grise parce qu'on sous-investit dans la route, malgré le fait, alors c'est un sujet récurrent, malgré le fait que les montants sont colossaux en fait. On investit tous les ans que 0,6% de la valeur totale du réseau routier. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, si demain on devait faire une réfection totale du réseau routier, il faudrait 160 ans. Voilà. Donc ne pas investir aujourd'hui, ça coûtera bien plus cher demain. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour ce message sur la prévention par rapport à l'investissement. C'est un sujet que je porte par ailleurs toujours sur le continent africain. À force de sous-investir, on a pris l'habitude entre des préfectures et des sous-préfectures en Afrique de refaire les routes complètement tous les ans. Le coût est inimaginable, mais personne ne réfléchit sur 30 ans parce que les gens ont juste la ligne d'une annuité budgétaire. Donc ces sous-investissements sont des vrais sujets, mais je crois qu'avec l'accident de Gênes, le gouvernement va regarder de plus près un tout petit peu, en tout cas sur l'entretien maintenance. Merci en tout cas, on s'aperçoit que sur l'ensemble des valeurs de la chaîne, les acteurs sont aujourd'hui engagés à passer du chaud au tiède, au froid, même si on connaît les limites du système, et vous vous êtes engagés avec aujourd'hui cet engagement volontaire.